cette deuxième émission sur Twitch dédiée du coup à l'actualité de ce mois de juin. Et comme le mois dernier, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis deuxième émission sur Twitch dédiée du coup à l'actualité de ce mois de juin. Et comme le mois dernier, l'équipe de Radio Disney Club. Et je vais les laisser se présenter. Alice, je t'en prie, commence. Bonjour, je m'appelle Alice et je suis correctrice pour Radio Disney Club depuis près de 3 ans. Voilà. Donc s'il reste des fautes, c'est ma faute. Quel humour. Édouard. Bonjour, moi c'est Édouard et je suis responsable de tout ce qui concerne les parcs Disney en général sur la page. Et Stéphanie. Bonjour, donc moi je suis community manager pour Facebook. Voilà, donc la petite équipe qui m'accompagne ce soir. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Le premier sujet, du coup, c'est Avalonia, l'étrange voyage. Donc, c'est le prochain Disney, le Disney de Noël, puisque à chaque Noël, on a notre film d'animation Disney. Donc, ce mois-ci, on a enfin eu un peu plus d'informations, parce qu'avant, on avait juste eu un petit visuel. Là, on a eu droit à une bande-annonce, à une affiche de ce film. Avant de polémiquer sur les modalités de sa sortie, puisque le film ne sortira que sur Disney+ en France, alors que dans le monde entier, on verra au cinéma, je vais d'abord parler un peu du synopsis. Donc, Avalonia, l'étrange voyage, entraînera les spectateurs dans un fabuleux voyage au cœur d'une terre inexplorée et menaçante, peuplée de créatures fantastiques en compagnie des Clade, une famille d'explorateurs légendaires dont les différents pourraient faire échouer leur dernière et de loin leur plus importante mission. Donc, d'après les premières images et la bande-annonce, on est clairement dans un film de science-fiction, puisqu'on est sur notre planète, on est vraiment ailleurs. Et c'est donc le premier du genre pour un film Disney. On ne peut plus parler pour Pixar, puisqu'on a Buzz, mais c'est un gros changement de thème. On passe quand même du fantastique, qui est plus l'habitude de Disney, à la science-fiction. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Qu'est-ce que vous en attendez ? Où sont vos doutes ? Personnellement, le genre de science-fiction en général, je suis plutôt convaincu, puisque c'est quand même un thème qui marche beaucoup dans notre époque de maintenant, au final. Donc, il s'adapte juste à notre temps, je pense. Ça revient à la mode. Ouais. Non, ça risque de bien tomber, surtout si c'est Disney qui fait ça, ça risque d'être pas mal. C'est vrai que pendant des années, on a eu un petit creux de science-fiction. Et depuis quelques années, depuis que Disney refait Star Wars, on a Star Trek qui est revenu en même temps. Enfin, la science-fiction, c'est vraiment le boom. Donc, c'est pas si étonnant que ça que Disney se lance là-dedans. Alice, toi, quelles sont tes impressions ? Moi, j'attends toujours beaucoup les Disney de Noël. Après, là, en fait, ce dont j'ai peur, et c'est lié entièrement à la polémique dont on va parler derrière, c'est que c'est le genre de truc que sur petit écran, ça va juste pas marcher, en fait. Pourquoi ça marcherait pas ? Non, c'est pas aussi immersif que ça devrait, en fait. On va tellement y perdre. Oui, après, on a quand même pas mal de choses qui sortent directement sur Disney+. Typiquement, une série comme Obi-Wan. Et ça gêne pas forcément le petit écran. Si tu veux, j'ai vu Loki, les 2 premiers épisodes en salle. Merci Radio Disney Club. Et franchement, ça fait pas le même effet. Alors que c'est aussi une série, tu vois. Donc, si tu veux, je peux comparer. Ça fait pas le même effet. Oui, il y a toujours cet effet cinéma. C'est ça, et je pense qu'on va y perdre du coup. Et Stéphanie, du coup, une idée sur la science-fiction dans un Disney ? Je pense que quoi qu'ils fassent, ils arrivent toujours à retomber un peu sur leurs pattes. Et je pense que dans tous les cas, ça sera réussi. Bon, je suis pas très objective. Mais... Personne n'est objectif ici. Après, Disney travaille déjà de la science-fiction avec les autres séries. Au final, c'est juste qu'en dessin animé, ça change, quoi. Oui, c'est pas le sujet. Oui, puis c'est pas le même public, quand même. Ouais. Aussi. Ils arrivent toujours à trouver le moyen pour l'adapter, que ce soit pour les adultes comme pour les enfants. Donc, pour moi, ça me choque pas tant que ça qu'ils fassent de la science-fiction. Bon, du coup, ce film, comme on peut le deviner avec le synopsis, c'est un film qui parle de la famille, d'une famille, donc les Clade. Et ces dernières années, on peut remarquer que Disney adore ce thème-là de la famille. On l'a vu dans Encanto, on le voit dans Coco, dans En Avant. C'est vraiment le thème récurrent. On s'éloigne de la princesse et du prince et on part du coup sur quelque chose qui est beaucoup plus proche de nous, la famille. Je trouve vraiment, moi, qu'il y a un basculement chez Disney dans les thèmes qui sont beaucoup plus actuels et beaucoup plus ancrés
en fait, même si ça reste de la science-fiction, du fantastique et qu'il y a de la magie, tout ça, c'est beaucoup plus ancré dans notre société au final. Mais le risque de parler toujours de la même chose, c'est quand même de se lasser. On ne sait jamais. Vous en pensez quoi? Vous avez ressenti ce basculement ou pas du tout? Moi, complètement. Enfin, l'exemple le plus facile, c'est de dire c'est qui le dernier méchant emblématique? Rien que ça, en fait. Ouais. Donc, le basculement, on le voit là, en fait, aussi. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est peu de choses? Je ne sais pas. Je ne saurais pas dire. Mais factuellement, on n'a plus de méchants emblématiques. Alors que les méchants n'ont jamais été aussi populaires. Ouais. C'est ça qui est rigolo. C'est qu'on a des Disney où la famille est au cœur et c'est vraiment les problématiques familiales qui sont au cœur du sujet et qui font l'antagonisme. Mais à côté, on a des romans et on a tout qui sort sur les méchants en permanence. Il y a vraiment une dualité de ce justement pour ça. Parce que les méchants ne sont pas assez mis à l'honneur en ce moment. Et donc, du coup, ça fait une poussée sur les films et... Moi, ça me choque pas en vrai, parce que je trouve que la relation gentil-méchant, c'est quelque chose qui est assez facile à traiter, qu'on a vu et revu. Les interactions entre humains, et en particulier dans la famille, c'est des choses qui sont extrêmement compliquées à traiter et surtout à bien traiter. Au final, c'est un sujet qui est extrêmement vaste et on est tous plus ou moins touchés par au moins l'un de ces sujets. Donc, je trouve ça agréable. C'est le truc qui fera lâcher la petite goutte à la fin du film parce que tu te dis, ah bah ouais, ceux qui n'ont pas pleurer devant Coco, c'est quand même très parlant et du coup j'aime beaucoup ce genre d'émotion-là. Moi je trouve que ça parle à des générations comme nous. Oui, puis c'est vraiment plus ancré dans notre société, donc on peut plus facilement s'y retrouver que dans un La Belle au bois dormant où on est au Moyen-Âge et que c'est féerique, mais c'est vrai qu'on se retrouve moins au niveau des sentiments. Dans le chat, n'hésitez pas à interagir avec nous, hein. Il y a plein de choses à dire, vous avez la parole et on pourra donner votre avis si vous nous le donnez en direct. Alors, du coup, on va finir sur cette fameuse polémique du film. C'est qu'en France, et uniquement en France, le film ne sortira que sur Disney+. Il sortira pas au cinéma. Ça fait des années que Disney se bat contre la loi de chronologie des médias. Donc, c'est la loi qui empêche les films d'arriver rapidement sur Disney+, puisqu'on est toujours à un délai très long. Et en fait, il y a quelques... on peut parler en mois, pas trop en années, mais Disney avait dit, ils avaient menacé, ils avaient dit attention, ça va vous arriver en France, on va plus sortir nos films au cinéma. Tout le monde a dit mais non, vous le ferez pas. Et là, bam, ça tombe. On a un film qui est pourtant le Disney de Noël qui ne sort pas au cinéma. Et là, je trouve que c'est ultra violent. Enfin, bravo Disney pour avoir eu le cran d'appliquer sa menace. On le voit quand même rarement. Mais par contre, voilà, c'est dur parce que les cinémas n'auront pas le Disney de Noël, quoi. Ouais, c'est compréhensible, moi, je trouve. Parce que la chronologie des médias a cet impact qui fait que on peut pas revoir tout ce qu'on veut quand on veut. Et soit je pense que s'ils voulaient que ça sorte partout pareil, c'était la seule solution, sinon c'était le téléchargement massif. Hein. Globalement, en France, ça aurait fini comme ça. Donc au final, ils vont pouvoir, en plus, je pense, avoir quelques abonnements Disney Plus supplémentaires parce que les gens voudront voir le Disney de Noël. Non, je trouve ça malin de leur part et effectivement, peut-être que ça fera bouger les choses aussi au niveau du cinéma. Après, en plus, ils viennent juste de la modifier, la loi, puisqu'ils ont diminué un petit peu le délai de parution des films de tous les côtés, hein, que ce soit à la télévision ou sur les plateformes, sous couvert que les plateformes produisent alors pas du cinéma, mais produisent des productions en Europe, parce que ça parle en plus de cinéma européen, alors que c'est nous qui avons cette loi-là. Mais du coup, Disney frappe un grand coup et au final, ça a fait parler sur le début et on n'entend plus trop parler. Alors qu'un film comme Mulan, qui en plein Covid était sorti que sur Disney+, là, ça avait fait le tollé et là, on n'entend même pas les cinémas râler. Je ne sais pas si ça reviendra plus tard, s'ils n'ont pas encore réalisé à fond ce qui allait leur arriver, mais... Ça arrivera forcément, parce que c'est un vrai problème. Enfin, moi, à la place de Disney, ça fait longtemps que j'aurais fait ça. Je les comprends totalement. Hein. 15 mois, c'est tellement long à l'échelle du téléchargement et de l'instantané d'aujourd'hui. Enfin, je veux dire, qui n'a pas un VPN maintenant pour aller les regarder C'est ça, pour le aller problème. les regarder. Et
et enfin, je trouve ça cohérent. Enfin, je veux dire, Encanto, je suis allée le voir 2 fois en salle. Mais après, j'avais envie de le revoir. Et il n'était pas en DVD, il était nulle part. Bah, VPN, en fait. Enfin, et encore, VPN, c'est mieux que le téléchargement. Il y a beaucoup de gens qui vont juste télécharger gratuitement et légalement. Hein. Et ils perdent tellement d'argent avec ça. Moi, j'ai une question. On ne sait pas si ça sortira sur Disney Plus gratuitement ou avec supplément, par contre. En France, on nous a dit directement sur Disney+, je pense pas qu'il... En fait, il arrivera sur Disney+, en même temps que dans les autres pays. Donc, je vois pas pourquoi il mettrait un supplément, j'avoue. Enfin, ça m'étonnerait pour le coup, là. En fait, si on regarde par rapport aux sorties cinéma, ça arrive sur Disney+, toujours légèrement après. Donc, je les verrais bien mettre en accès premium, genre les 2 premières semaines, le temps où ça sort en salle ailleurs et que c'est pas encore sur Disney+. Non, ça, ils l'ont dit, ça sortira en France 1 ou 2 mois après, comme ils le font aux États-Unis pour leur film. A priori, du coup, on n'aurait pas de passe premium et... Enfin, d'après les premières informations, on ne se dirigerait pas là-dessus. Ce système de premium, ça fait longtemps qu'on n'en entend plus trop parler. Au final, ils avaient fait ça pendant le Covid et là, maintenant... Moi, j'aime pas, donc ça m'arrange bien que ça... Ouais, mais je pense que même aux États-Unis, ça avait marché. Et pour Mulan, ils avaient fait une énorme tollée. Enfin, ils avaient fait un énorme truc avec la possibilité de récupérer du popcorn dans les cinémas locaux, etc. Donc, ça avait bien marché sur le moment. Mais maintenant, c'est vrai qu'on n'entend plus trop parler. Même pour les films récents, au final, on est obligé d'attendre 1 ou 2 mois pour que ça arrive sur Disney+, quoi. Non, moins que ça. Ça arrive super vite. Regarde Buzz. Enfin, Buzz vient de sortir. Mais... Oui, mais Buzz, il est sorti mercredi. Non, moi, je pensais à, comment ça s'appelle, à Doctor Strange. Et ça y est, il est sur Disney+, ça y est. Enfin, en fait, il leur laisse faire... Chez nous, hein. Il leur laisse faire leur petit bout de chemin et une fois que... une fois que ça s'essouffle, ils le mettent sur Disney+. On a la reine Disney qui dit, pardon, dans le chat, je te coupe, qui dit qu'elle espère que ça pourra faire bouger les choses, mais qui ajoute qu'elle est belge, donc elle n'est pas concernée par tout cela. Oui, les Belges, pour le coup, on vous déteste, vous avez tous les Disney avant nous. J'avoue, je préfère ça, je suis pas loin de la Belgique. Et tu vas déménager, en fait. Non, il va aller au cinéma en Belgique. Ouais, 20 minutes de route. Oui, mais le cinéma, c'est pas bon. Ah, tu veux aller au cinéma voir Avalonia ? Ouais. Attends les 2 mois. Bah non, justement. L'idée, c'est de le voir en salle, pas de pas payer. C'est ça. Bon, je crois qu'on a fait le tour sur Avalonia. On va passer du coup au sujet suivant, qui est un grand sujet d'actualité aussi, qui concerne Disneyland Paris cette fois. C'est le Disney Premier Access Ultimate. Donc depuis le 9 juin de cette année, à Disneyland Paris, il est possible d'acheter le Disney Premier Access Ultimate. Ce service, c'est un coupe-fil payant, c'est-à-dire que on rentre par une file d'attente spéciale qui est très, très raccourcie et qui donne accès à 13 attractions une fois dans une journée, moyennant entre 90 et 170 €. On va d'abord parler des prix. Donc, sur vos écrans, vous pouvez voir le tableau du mois d'octobre que j'ai choisi pour illustrer parce que c'est clairement le grand écart. Hein. On voit du coup les 140 € le week-end, les 90 € en semaine un peu plus classique et le 170 € pour les semaines autour d'Halloween. C'est exorbitant. Hein, comme prix quand même. Est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut pas le coup? Ça dépend des jours, ça dépend de beaucoup de choses. Je pense qu'on peut pas répondre à cette question comme ça. Ça dépend de la situation, quoi. Ouais, ça dépend vraiment. Si tu veux, en fait, à qui ça peut servir? En fait, le truc qui me vient à l'esprit, c'est de comparer avec Universal et les Express Pass. Parce qu'en fait, c'est un peu pareil, c'est à peu près le double du prix, enfin, le même prix que ton billet d'entrée, à peu près, tu vois. Ouais. Et c'est comme là-bas. Et c'est pareil, c'est une fois, parce que tu as le Ultimate qui est encore beaucoup plus cher à Universal, mais celui de base, c'est une fois chacune des attractions. Sauf que là, c'est même pas toutes les attractions. Mais par contre, si tu n'as qu'une journée et que tu viens de très loin, c'est vachement intéressant. Ouais. Je pense que les familles qui se font des séjours tous les ans, tous les 2 ans, bon après qui peuvent se le permettre aussi, hein, mais qui je pense vont compter ça dans leur budget parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir une journée où ils vont passer à attendre. Tu leur donnes 13 attractions comme ça, c'est pas une journée, ça file aux enfants, les parents sont contents aussi parce qu'ils n'ont pas le stress de l'attente. Non, il y a un bon public là-dessus. Hein.
Surtout quand on vise des périodes comme l'été ou comme Noël, c'est vraiment attractif. Là, mais le tarif est vachement cher à ce moment-là. Oui, parce que du coup, l'été, on est en août, juillet, août, on est à 140 € tout le temps. On n'a jamais le 90 €. Oui, mais est-ce que pour une famille qui vient une ou deux fois tous les 2 ans, il vaut mieux pas prendre en compte le 140 € plutôt que de faire une ou deux attractions dans la journée? 140 x 4 pour une famille, on va dire 2 adultes, 2 enfants, c'est énorme. Même pour un jour, c'est agressant. Il y a un public visé qui est. Pour moi, c'est pas le public qui vient une ou deux fois par an, c'est le public qui vient une fois dans sa vie, à ce stade. Ouais. Ouais, mais du coup, celui-là, le public, est-ce qu'il connaîtra? Est-ce qu'il va le faire? Je pense qu'il casse même peur des autres pays, tu vois. Parce que tu as les billets offerts, etc. Et du coup, moi, je suis en train d'aider à organiser des Américains pour qu'ils viennent à Paris. Ils ne comptent pas revenir 36 fois, tu vois. Oui. Moi, je pense que ça concerne surtout les familles. Moi, je pense que ce qui va se passer, c'est que là, pour le moment, comme c'est très frais, forcément, on se dit, les prix, etc. D'ici 6 mois, ça va être quelque chose qui va se passer et que les gens vont prendre en compte dans leur budget au final. Et on ne parlera même plus des prix. C'est juste des familles qui vont se dire, on va emmener les enfants à Paris, on va leur faire passer un moment magique. Avoir du coup de fil, ça fait partie de la magie, globalement. C'est des trucs qui seront comptés dans leur budget, au final, tout simplement. Et pour des gens, effectivement, qui ne viendront pas régulièrement comme nous, et non, qui viendront même une fois par an, ça ne me choquerait pas. Si on compare, on parlait des parcs américains, si on va peut-être y aller en tant qu'Européen une fois par an, on est capable de mettre le prix, je serais capable en tout cas de mettre un prix pour du coup de fil, sans problème. Alors après, on parlera des systèmes américains sûrement plus tard. Mais... Non, ça ne me choquerait pas pour des familles qui arrivent à budgétiser ça, mais pas pour les gens qui habitent Paris ou des gens qui, comme nous, vont régulièrement à Disney Paris. C'est sûr. Après, il faut voir que les premiers jours, alors je ne sais pas combien ils ont mis en vente les premiers jours, mais ils ont été sold out les premiers jours. Ce serait intéressant de savoir combien on a en fait par jour, en vrai. Oui, en fait, on ne connaît pas les chiffres du nombre de Disney Première. Mais on sait qu'ils ont vendu tous ceux qu'ils espéraient vendre puisque c'était sold out. Donc ce serait intéressant de savoir combien ils en mettent par an, parce que regardez, il y a le même système en Chine, à Shanghai, c'est le même système qui marche. Et à 11h, tous les jours, pour ce que j'avais vu d'expérience, tous les jours, c'était vendu à 11h. Plus rien. Et d'ailleurs, du coup, j'en profite pour dire que les premiers access de base, donc pour une seule attraction, sont toujours vendus, pour ceux qui se poseraient la question. Du coup, le package, c'est donc 13 attractions dans les 2 parcs. Est-ce que vous êtes satisfait des attractions qui ont été choisies ou pas? Moi, je mettrai un bémol sur Autopia. Justement, moi, je vais réagir à ça. Non, mais il y a toujours beaucoup d'attentes à Autopia. Ça, je suis d'accord. Ouais. C'est toujours la catastrophe, cette attraction. Je ne sais même pas si je l'ai faite une fois dans ma vie. C'est pour dire. Pourtant, Dieu sait combien de fois je vais pas avant. Ouais, quand on était petite, on a dû le faire. Oui, parce qu'on est sœurs. Donc, on dit on. On a dû le faire une fois quand on était petite. Mais je crois que j'ai plus jamais mis les pieds à Autopia depuis, quoi. Mais le reste des attractions, par contre, je trouve que c'est pas mal. Alors, moi, je vais réagir là-dessus. Moi, depuis que j'ai fait Disney, je suis maintenant parent et je vois mon gamin qui adore les bagnoles. Moi, actuellement, étant passeport annuel, je vois la file d'attente à Autopia. Je ne vais pas réfléchir 1000 ans. Je prendrai un Premium Access pour Autopia. Donc, je ne prendrai pas le package complet. Mais pour moi, elle a du sens, cette attraction, par rapport à ce que j'ai dit précédemment, que pour moi, les cibles visées, c'est des familles qui vont venir une fois par an, qui veulent faire plaisir à leurs enfants. Autopia, elle a son sens. Pour moi. Elle est plus familiale que d'autres, tu vois. La Reine Disney. Oula, Parce que t'as coupé. Mais ouais, non, du coup, un petit problème technique a priori. Non, Autopia a du sens pour les familles. Oula. Oui. Bon, j'ai un gros bug personnellement. Ok. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez d'Autopia? c'est bon. C'est bon. Non, bon, du coup, il y a la Reine Disney qui a dit que Autopia, pour elle, c'était OK parce qu'effectivement, les gosses sont fans de cette attraction. Ouais, et qu'il y a du monde. Et qu'il y a du monde. Ouais, voilà, c'est pas une attraction où t'as que 20 minutes d'attente de base. C'est ça. Souvent 1 heure. Alors, la grande question, c'est que du coup, on a de nouvelles attractions qui arrivent très, très, très bientôt. Est-ce qu'elles vont pouvoir être intégrées dans ce pass? Donc, on parle des attractions de Marvel Avengers Campus. Est-ce qu'elles pourraient être intégrées ou pas dans ces premières Access Ultimate? Parce que clairement, ça va être la foire pendant. Il va y avoir vachement de monde avec la nouveauté. Est-ce qu'ils vont
pas attendre un peu pour les mettre dedans? Je pense qu'on va suivre le modèle américain, en vrai. Parce que là, si on prend l'exemple de l'attraction récente Guardians of the Galaxy ou même le Land Star Wars, ça sort, les files d'attente virtuelles pour éviter qu'il y ait trop de monde. Je sais pas si en France on aura ça. Mais dans tous les cas, l'attraction Mickey Minnie, enfin la nouvelle attraction Mickey au Disney Studio a mis 1 an à arriver dans leur fast-pass, dans leurs fast-pass locaux. Donc je pense que ça arrivera, mais ouais, c'est 1 an peut-être, un peu plus. Oui, je suis d'accord, je pense qu'ils le mettent pas directement. Après, c'est aussi l'ambiance de Disney, faire un live, etc. C'est comme si on parlait de Lego, on a toujours fait au minimum 30 minutes de queue. Donc là, pour l'instant, ils vont laisser au moment, je pense, au début. Et Moi, ça en fera pas partie. Ce que je pense, c'est qu'ils vont le mettre en fast-pass payant à l'unité, genre un prix vraiment dans les attractions les plus chères, pour ceux qui voudraient se le permettre. Et après, il faut aussi savoir s'il y aura des fast-pass, parce que là, actuellement, si on prend les buildings actuels, il n'y a que l'attraction Flight Force qui aura une ligne fast-pass déjà construite. Est-ce que l'attraction Spider-Man sera le cas aussi? Ah bon. Je pense qu'ils l'auront construite parce qu'ils n'ont pas l'air de vouloir y renoncer, ça leur rapporte des sous sans que ça leur coûte beaucoup. Du coup, moi, je pense qu'ils l'auront mise dans le doute, en fait. Oui, parce que c'est plus facile de trouver une utilité à une file que de la recréer derrière. Donc, je pense qu'ils l'auront créé. Oui, ils ont vraiment étendu ça. Enfin, en fait, maintenant, il y a vraiment les panneaux annonçant les premiers access, tout ça. C'est pas qu'un truc temporaire. Maintenant, c'est sûr, c'est bien intégré. On a toujours eu des coups de fil, de toute façon. Même du temps des fast-pass, il fallait bien une file pour faire rentrer les gens. Entre ça, et après, l'autre question, c'est est-ce qu'on aura des single riders? C'est encore autre chose. C'est encore autre chose, ouais. Je pense que oui, mais... Mais du coup, ça fait 3 files à créer, donc ils auront forcément pensé à créer des files pour ça. Surtout pour les premiers access qui leur rapportent des sous. Moi, je vois bien le premier access d'emblée, mais à l'unité, pas dans le package. Et en petite quantité, en peu de nombre par jour. Oui, parce qu'il risque d'y avoir une belle attraction de monde, voilà, que initialement, ça risque d'être un peu chaud. Hop, alors on a Cana, mais qui dit tellement l'enfer, la file d'attente d'Autopia, mais c'est toi. C'est moi-même. Ok, bon, on va passer au sujet suivant. On va parler de Buzz l'éclair. On n'est que 2 à avoir vu le film pour le moment, donc on va un petit peu parler à 2. Donc il est sorti ce 22 juin. Promis, on va pas vous spoiler, parce que ce serait bête alors qu'il vient de sortir mercredi. Mais notre but, c'est de vous dire, est-ce qu'il faut aller le voir au cinéma? Et là, spoiler d'avance, c'est oui, on l'a bien aimé le film quand même. Donc... Buzz l'éclair. Dans le tout premier, en fait, Toy Story, Andy, il reçoit son Buzz l'éclair qu'il voulait absolument parce que c'est le jouet de son film préféré. Ben là, on nous donne l'opportunité de voir ce film, un peu modernisé, mais d'aller voir ce film au cinéma. Est-ce que tu veux donner un avis rapide, juste en quelques mots, surtout sur tes sentiments sur le film pour commencer? Oui, alors c'est un vrai Pixar qui va potentiellement vous faire pleurer. Moi, j'ai pleuré, voilà. Et qui va beaucoup vous faire rire. Il est très, très drôle. Et alors, il y a débat sur le fait que ça explique vraiment que ce soit le jouet préféré d'Andy parce que apparemment, les réactions des enfants sont mitigées sur le sujet. Mais moi, ça m'a convaincu, je veux mon jouet Buzz l'éclair. Voilà. Ouais, moi, j'ai beaucoup aimé le film parce qu'il est vraiment dans le style de Toy Story. Et du coup, je suis assez surprise que tu dises que les enfants n'ont pas trop aimé, parce que moi, je trouvais que quand même, ils avaient gardé cet humour et tout qui est très enfantin. Alors peut-être que c'est parce qu'on est les enfants qui avons vu Toy Story à la base, et du coup, ça nous fait quand même quelque chose de voir l'évolution. Mais franchement, c'est un bon film de science-fiction en plus. On va parler que de science-fiction ce soir, je crois. Ouais, c'est à la mode, c'est ce qu'on disait. Hein. Non, en fait, ce que les gens disent, c'est que c'est pas Buzz qu'ils auraient envie d'avoir en jouet, les enfants, quand ils regardent le film. C'est Sox. Ouais, bah oui, c'est Sox. Bah oui. Ça vole la vedette, Sox, mais on est d'accord. Mais Buzz reste le héros. Oui, bien sûr que Buzz reste le héros, mais les gens trouvent que, notamment qu'il y avait des enfants. En fait, moi, je suis allée lire des tas de commentaires de gens qui disaient que leurs enfants, ils n'hésitaient pas à sortir dans l'esprit « je veux un jouet Buzz ». Donc, de ce point de vue-là, c'est dommage. Mais en fait, moi, je pense que c'est la réponse à cette question, c'est que quand on voit Buzz dans le premier, avant qu'il comprenne ce que c'est être un jouet vivant, et il soit
qu'il est parfaitement dans ce rôle, mais en fait, c'est ce qui est retranscrit dans le film. C'est vraiment lui, Buzz. On n'a pas, oui, je suis d'accord. On n'est pas face à un autre personnage. Et du coup, oui, au début, il est un peu détestable, Buzz, dans Toy Story, clairement. Ouais, mais... Mais enfin, moi, je trouve déjà qu'il répond quand même... C'est un film qui répond bien à ses origines et qui s'inscrit dans la saga Toy Story. Même s'il y avait des designs totalement farfelus différents, moi, je trouve que l'ambiance et tout, c'était du Toy Story, quoi. Même les designs, ils collaient vachement bien. J'ai bien aimé aussi l'idée que le futur qui est imaginé, ça correspond au futur qu'on imaginait dans les années 2000. Il y a plein de choses comme ça. Typiquement, la boîte, l'assistance qu'ils ont, l'assistance vocale qu'ils ont, et ben, c'est pas du tout ce qu'on imaginerait comme une assistance vocale futuriste aujourd'hui. Par contre, c'est ce qu'on imaginait en 2000 comme le truc futuriste. Et je trouve que c'est super bien pensé de ce point de vue-là, parce que oui, les designs, esthétiquement, ils font pas années 2000, et ça tombe bien, parce que ça aurait été moche. Franchement, quand on regarde Toy Story, le premier, on a bien évolué quand même. Voilà, Mais du coup, ils n'ont pas joué là-dessus du tout, et ce qui est une bonne chose. Par contre, ils ont joué sur la représentation du futur de l'époque. Oui. Alors, en plus, je trouve au niveau science-fiction que le scénario est assez original, même si c'est un thème, parce que la science-fiction a quand même ses grands thèmes, et on en sort rarement. Donc, je ne spoilerai pas en disant lequel c'est là, mais donc on a un thème qui est classique, mais par contre, c'est la façon de l'aborder qui est, je trouve, originale. On est face à un film qui a réfléchi sur ce qu'il voulait faire. C'est pas juste on vous présente une histoire de Buzz, quoi. Ah non, et c'est bien construit. Quand on est sorti du cinéma, je suis pas allée le voir toute seule, on discutait et on ne voyait pas de vrais points négatifs en sortant. En cherchant les points négatifs, on n'a pas trouvé. Ouais, moi, le seul point négatif, mitigé que je donnerais, c'est sur les personnages secondaires. C'est un peu dû à la construction du film, parce que le film est vraiment divisé en deux. Et du coup, j'en dirai pas plus, mais du coup, on a des personnages secondaires qu'on peut pas suivre vraiment, à part Sox. Et qui, du coup, volent la vedette. On est d'accord, ce chat vole la vedette, comme tous les chats Disney, clairement. Il est magnifique. On se souvient des chats Disney. Et ce sera le cas avec Sox. Sox, c'est sûr, tout le monde l'adore. Oui, j'ai pas encore trouvé de contre-avis sur Internet, et pourtant, les gens, quand ils sont pas contents, ils le font savoir. Ouais, mais il est trop drôle, ce chat. Même en n'ayant pas vu le film, la bande-annonce suffit à faire aimer Sox. Oui, mais justement, moi j'avais peur en regardant la bande-annonce en me disant ils ont intérêt à assurer derrière vu ce qu'ils nous montrent. Et effectivement, ils assurent derrière. Bon, du coup, est-ce qu'on attend un petit spin-off sur Woody ou pas? Je l'ai beaucoup entendu en sortie de salle, les gens se disant mais est-ce qu'on va avoir Woody du coup? C'est vrai que l'histoire de Woody a été plus abordée puisque c'est le thème de Toy Story 2. Mais j'avoue qu'un film de western comme ça, moi, ça me plairait perso. Alors, c'est pas un film, normalement, c'est une série. Hein. Oui, mais du coup, on pourrait la voir sur Disney+. Hein. Ils pourraient le sortir sur Disney+, ça collerait totalement. Hein. Et je pense que ça marcherait bien. Peut-être qu'ils attendent en fait la fin du succès de Buzz, voir qu'est-ce que ça a donné pour peut-être après lancer en fonction du résultat pour Woody. Edouard, toi, tu aimerais voir Woody ou pas? Non, parce que moi, en 95, quand Toy Story est sorti, j'étais Team Buzz. J'ai embêté mes parents pendant. On a dû faire 4 magasins de jouets pour que je trouve absolument un Buzz. Donc, non, moi, je suis Team Buzz et j'aurais bien aimé voir le film avant, mais j'attends beaucoup de ce film en tant que Madeleine de Proust, globalement. Ouais, mais ça, cet effet-là, il marche très bien. Hein. Je pense que du coup, si tu as pleuré dessus, je vais encore chialer toutes les larmes de mon corps grâce à Pixar. Personnellement, je vais pas pleurer. Mais... Ouais, mais t'avais pas 6 ans en 95. J'étais pas née en 95. Voilà. Non plus, hein, mais... En fait, voilà, personne ici n'était née à part toi en 95. Merci. De rien, c'était gratuit, c'est offert. Bon, du coup, un conseil aussi pour ceux qui vont aller voir le film au cinéma, restez jusqu'à la toute fin du générique. Mais quand on dit toute fin, c'est qu'il faut aller au bout. Ouais, c'est après le logo Pixar. Hein. J'avais jamais vu ça, perso. Ouais, on peut pas aller plus loin. Il y a 3 scènes post-génériques. Voilà. Donc, on passe... Et la troisième est importante en plus.
Ouais. Non, bah en plus, tu vois, c'est. Ouais. C'est pas juste une blague de allez, sortez, c'est fini, tu vois. Parce voilà, qu'il y en a où c'est ça, tu vois. Mais là, non, en plus, elle est importante. Ils nous l'ont fait une fois, il faut pas qu'ils nous le refassent deux quand même. C'est fini, c'est la fin. Adieu. Oui, mais si tu veux, ça, c'est pas important. Si tu la rates, c'est dommage, mais voilà. Mais là, faut rester. Oui, elle est sympa. Allez, on passe au sujet suivant. Là, on va se mettre à parler d'un voyage de rêve en jet privé. Disney a annoncé donc au mois de juin, mais bon, c'est déjà complet. Oubliez, hein, c'est fini. On va en parler, mais sur le principe de ce voyage qui s'appelle Disney Parks Around the World. Donc, c'est un voyage de 24 jours qui va permettre aux plus grands fans et aux fans riches d'aller visiter tous les parcs Disney du monde en un seul voyage et de vivre des expériences exceptionnelles. Il y a notamment des visites des pyramides d'Égypte, du Taj Mahal en Inde. Il y a un séjour dans le Skywalker Ranch, donc c'est le temple Star Wars. Et du coup, là, clairement, Disney vend du rêve, puisque c'est le rêve de tout fan Disney qui se respecte, ce voyage. Je crois que là, on est vraiment au bout du bout. Il y en a qui rêveraient pas de ce voyage autour de la table? Si, non, pardon. Non, personne. Voilà. Mais moi, la question que je me pose, c'est jusqu'où Disney est capable pour nous vendre du rêve. Parce qu'il y a 3 mois, on nous a annoncé, enfin 3 mois ou peut-être même un peu plus déjà, des quartiers résidentiels thématisés Disney. Là, on nous parle du voyage dont rêvent tous les fans Disney. Jusqu'où ils vont aller? Alors, je vais me permettre de réagir parce que les quartiers résidentiels, ça existe déjà. Il y a le Golden Oak à côté de Disney World qui est blindé. Hein. Chaque année, ils construisent 3 villas à 3 millions d'euros qui sont déjà vendues. Non, ça marche bien. Et je pense qu'ils continueront tant qu'ils feront du service comme ils savent le faire au final. Tant qu'il y aura des riches. Non, il n'y a pas qu'une question de richesse. Pour en avoir longuement parlé avec Magali, pour aussi parler un peu avec toi, Alice, c'est que au-delà de vendre un voyage à travers le monde, on t'offre un voyage avec des services de fou furieux. Je dis pas que ça justifie le prix, mais là, tu parlais du Taj Mahal tout à l'heure pour prendre un exemple hors Disney. C'est pas qu'une visite du Taj Mahal, c'est une visite avec des photos en mode privé sur le Taj Mahal au lever du soleil. Il y aura son père à part ceux qui sont dans le voyage. Non, si, bien sûr que si. Ça, c'est le package officiel de la visite au Taj Mahal. Hein. C'est pas seul au monde. C'est que les gens qui peuvent se payer ça. Mais c'est le truc d'aller prendre. Justement, c'est parce que là, la luminosité est super belle sur le Taj Mahal. Il a été construit comme ça pour que la lumière du soleil soit la plus belle à ce moment-là de la journée. Mais du coup, c'est quand même pas que Disney. Pour y être allé, mais oui, c'est pas mal. Pour y être allé, on me l'a jamais proposé. Hein. Bah oui, parce que. Il m'aurait pas dit non. Justement, c'est ce qu'il dit. C'est exactement ce qu'il dit. C'est des services top qualité. Pareil, si tu regardes la liste des hôtels, à chaque fois, c'est les meilleurs. Et puis, c'est pas que les meilleurs. C'est genre, pour Disneyland Paris, c'est le Marvel. Mais c'est l'hôtel Marvel en Empire Club, quoi. C'est le truc. Oui, puis on nous promet des visites guidées dans chaque parc, des visites privilégiées de chaque parc. C'est quand même des trucs de fou, quoi. Puis pareil, dans les trucs de fou qui m'avaient. Parce que j'ai fait l'article, tout ça, donc j'ai beaucoup regardé. Premier jour, on va à Disneyland Resort, on mange dans le théâtre d'une attraction. Oui. C'est un truc que tu peux faire de façon normale, déjà, de base. Bah, typiquement, le Skywalker de Ranch, non plus, c'est pas les personnes qui accèdent. Maintenant, si. Du coup, on peut louer, mais bon, pareil, hein, pas avoir le pognon. Mais oui, mais maintenant aller aussi voir. Le package, en fait, financièrement, il est limite intéressant par rapport à toutes les activités une par une, en fait, si tu regardes. Grave. Mais pour moi, je suis convaincu. Là, les médias se sont parlé des machins en disant faire les 6 parcs d'un coup, etc., sans regarder dans le détail. Mais les détails sont très intéressants. C'est alléchant. Déjà, le VIP Tour, ça fait que tu feras jamais la queue. C'est ça. Aux attractions. Ouais. Donc déjà, ça veut dire que effectivement, tu auras le temps de faire le parc. C'est ça, de visiter. Et puis, tu as des spectacles. Je crois qu'il n'y a que Tokyo, sur le parc de Tokyo Disneyland, où il n'y a pas de vue privilégiée sur le spectacle du soir. Il n'y a que la parade. Mais spectacle privilégié sur tous les spectacles, sinon. Oui, parce que Tokyo, ils ont mis celui de Tokyo Disney. Ouais, voilà. Mais par exemple, à Disneyland Resort, ils ont les 2 parcs. Ouais. Sur 2 soirs. Donc, non, l'expérience, c'est dingue. L'expérience, c'est dingue. Et pour connaître les prix, c'est dingue. Bah, en plus, alors, effectivement, donc, il faut le dire, c'est $110,000 par personne. Ça paraît énorme comme ça parce qu'on n'a pas l'argent. Mais je pense que si on met bout à bout le prix de tout ce qui est proposé,
On doit quand même être sur du prix raisonnable. Oui. Après, il faut rajouter que, à mon avis, c'est hors taxe et hors tips. Hein. Donc, à mon avis, il faut rajouter encore 3 000 $. Mais bon, mais 3 000 $ à l'échelle de 110 000. On est plus à ça près. Hein. J'avoue que j'avais pas pensé aux tips. J'avais pas pensé aux tips. Tiens, pas de remarque. Et les taxes aussi, à mon avis. Ouais. Bah justement, vous pouvez en profiter, vous qui êtes déjà allé, pour expliquer un peu ce principe de tips aux États-Unis qu'on n'a pas du tout. Alors déjà, le coût de la taxe, c'est qu'en fait, en général, tous les prix Disney, que ce soit en merch, dans le restaurant ou dans l'entrée des parcs, sont exprimés hors taxe. Donc en fonction de l'État où on est, donc si on prend l'exemple de Disney World, c'est une taxe, je crois que c'est autour de 12%. C'est 4%. C'est 4%. 7%. Donc voilà, déjà, il faut rajouter ça au prix. Et le tips, en fait, c'est qu'aux États-Unis, les gens qui rendent service, on va dire grossièrement, donc typiquement un serveur dans un restaurant, est payé au pourboire. Donc du coup, il faut compter entre 15 et 20% de pourboire par repas. Si on est un bon payeur, parce que voilà. C'est 18 et 20 même maintenant. Ils t'annoncent le 18% sur les tickets à Disney World. Ils mettent le 18% combien ça fait et 20% combien ça fait. J'avais vu, mais ça, je me demande si c'est pas pour pousser le 18% justement minimum. Mais mais voilà. Donc voilà, c'est vrai qu'il faut aussi compter ça. Est-ce qu'ils vont pas faire comme dans les croisières où le tips, ils proposent un forfait pour le tips sur. Je pense que si, mais du coup, si tu regardes, moi j'ai compté que ça devait faire à peu près 100 $ de tips par jour et par personne minimum. Du coup, fois 24. C'est pour ça, moi je te dis, j'ai fait le calcul tout à l'heure. Hein. C'est pour ça que je te disais entre 2500 et 3000 $ de plus. C'était pas un nombre au hasard, j'ai fait le calcul. Non, mais je me doute. Et on est d'accord qu'aux États-Unis, parce que nous, pour boire, on le voit, la plus petite pièce qu'on laisse sur la table, ça peut se payer par carte, c'est ça? Oui. Puis même aux États-Unis, à Disney World, par exemple, parce qu'il y a que eux qui font ça, tu peux le payer au Magic Band. Donc, oui, c'est pareil, c'est ta carte. Oui, mais non, mais voilà, si tu pourrais penser que. Oui, enfin. Oui. Mais on se fait remplir sur un papier en fait. Et ils ont déjà ton empreinte de carte et c'est même après qu'ils t'ont rendu ta carte. C'est trop bizarre. En fait, en général, ce qui se passe aux États-Unis, enfin en tout cas Disney World, c'est qu'en gros, ils te présentent le premier ticket de caisse avec le prix de ce que tu as mangé. Et ensuite, ils te suggèrent un tips entre effectivement 18 et 20%. Et ensuite, du coup, tu remplis combien tu donnes de tips. Et là, ils te prélèvent la totalité de la somme. C'est ça. C'est comme ça que ça marche en tout cas. On n'a vraiment pas l'habitude. Non, mais c'est très différent. Mais effectivement, sur la Disney Cruise, par contre, c'est le dernier soir, tu te retrouves dans ta cabine avec marqué combien tu dois par personne, en recommandé, et tu peux mettre plus et ils te donnent des enveloppes. Donc, tu as deux manières de les payer, trois manières. Moi, j'avais appelé avant pour les payer d'avance. Tu peux faire ça. Tu peux aller payer par carte ce qu'ils te disent ou rajouter à ce moment-là, ou tu peux, tu as des petites enveloppes pour chacune des personnes avec écrit le rôle de la personne en fait, et tu peux mettre des billets dedans. Et nous, du coup, on avait payé d'avance et on a rajouté un petit peu pour les deux personnes où ça avait particulièrement matché avec nous. D'accord. Oui, ça donne plusieurs possibilités. Ouais. Bon, Moi, j'allais dire un détail parce que normalement, on est aussi censé donner du tips pour les femmes de ménage, ce qui n'est pas beaucoup fait à Disney World, en tout cas, sachant qu'en plus, la qualité du ménage est un peu dégraissée. Voilà ce que j'allais dire. Moi, j'ai laissé mes 2 $ de tips tous les jours sur la table et t'inquiète pas qu'ils sont pas souvent partis hein, parce qu'on nous a pas souvent fait le ménage. Voilà, ah oui, d'accord. Ouh là, ça fout mal par contre. Ça a un peu changé à Disney World, la qualité du ménage. C'est pas la première qui me le dit. Je t'avais posé la question quand on y était parce que ça nous a choqué, surtout quand tu viens de la Disney Cruise. Nous, on a débarqué de la Disney Cruise pour la Disney World. Et il passait 3 fois par jour dans notre chambre pour nous faire la chambre. Il changeait la position des oreillers entre les différentes fois pour avoir les oreillers de jour et les oreillers de nuit, s'il te plaît. Bon, a priori, on a le son qui grésille. Alice, c'est toi quand tu parles. On l'entend. Mais bon. Voilà, donc je pense qu'on en a terminé avec... le côté écologique. Ouais, ça c'était mon côté à moi. En fait, moi, ce qui me choque un peu dans ce projet, c'est qu'on a quand même Disney qui est de loin en train de nous bassiner avec l'écologie. Ils ont diminué le plastique, ils ont mis des sacs réutilisables dans les parcs. On a Disney Nature qui sort à chaque journée de la Terre un film. Il y a National Geographic qui se bat pour ça tout le temps. Enfin, Disney sur le papier se bat pour l'écologie. Et on sort un voyage de 24 jours avec du jet privé et bonjour l'écologie. Voilà, pour moi c'est le point noir de ce voyage, mais c'est le voyage de rêve quoi. Voilà. Et surtout il n'y a pas trop d'alternatives. Non, il n'y a pas d'alternatives. Si tu veux voyager, là tu peux pas le faire. Tu peux pas le faire à cheval quoi. Hein. Non, il n'y a pas d'alternative, on est d'accord. À part ne pas le proposer, il n'y a pas d'alternative. Mais voilà. Comme tu vois, les 75 personnes sont déjà pleins avant même l'ouverture au grand public de ce voyage. Ouais.
Oui, parce que du coup, il y a pour l'instant un seul voyage qui a été prévu, avec donc toutes les places qui sont parties là. C'est fini. Qui ont été en fait, là c'était ouvert pour ceux qui avaient déjà fait des aventures by Disney, donc le groupe qui gère c'est déjà des voyages privés, et ça avait été ouvert pour les résidences que je parlais à côté de Disney World. Mais c'est tout, et ils ont déjà tout vendu. On a Lara Disney qui complète en disant qu'elle est totalement d'accord avec moi. Disney est en train de nous faire du 100% marketing Disney et l'environnement, bah voilà, on sort ça. Ouais. Ils essaient de faire des bonnes actions, hein. C'est voir à Disneyland Paris, le parking avec les trucs voltaïques. Mais j'ai trouvé qu'à Disneyland Paris, on était en avance en termes d'écologie par rapport à Disney World. Hein. Parce que les sacs en plastique, ils les ont toujours. Hein. Ouais, oui, mais après, World, les États-Unis ne sont pas très en avance de façon globale sur l'écologie. Je trouve que vous êtes dur parce qu'à Disney World, il y a 2 parcs qui sont complètement remplis en énergie solaire. Hein. Qui sont complètement alimentés en énergie solaire. 2 parcs. Oui, sur 4. C'est pas négligeable. De toute façon, les champs de panneaux photovoltaïques à côté de Walt Disney World sont immenses. C'est un truc de fou ce qu'ils ont fait. C'est un projet alimenté. C'est énorme. C'est 2 Disneyland Paris qui sont alimentés en énergie solaire. Bref, voilà. Voilà, je pense qu'on a là, pour le coup, on a abordé tous les sujets sur Disney Parks Around the World. Alors maintenant, on va passer à la série du moment, celle dont tout le monde parle, la série Obi-Wan Kenobi. Je pense qu'on va spoiler un petit peu, on va essayer de pas spoiler la fin, on va parler plutôt du début, mais parce que l'attente a été interminable sur cette série, des rumeurs pendant des années, après on nous a dit un film, pas un film, une série, Disney+, ah ben non, ah ben si, enfin bref, c'était la catastrophe. Donc ça se déroule 10 ans après le 3e épisode, et ça nous plonge dans la traque des derniers Jedi par les inquisiteurs de l'Empire. Et surtout, du coup, d'Obi-Wan Kenobi, bien évidemment. On commence par nos sentiments globaux sur la série. Édouard, je te laisse commencer. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé la série. Hein. Je suis un gros fan de ça, donc forcément, j'ai aimé la série. Mais je mettrais quand même un haut là, dans le sens où c'est difficile, je trouve, de rendre épique certains combats. En particulier, donc, les combats entre les 2 principaux antagonistes, on va dire. Alors qu'on connaît déjà la conclusion. Oui. Voilà, le dernier épisode, j'ai trouvé la bataille, elle est incroyable. Mais il est énorme ce combat. Ouais, mais j'ai toujours dans la tête en mode, ouais, mais ça peut être incroyable, je sais très bien. Oui, mais parce que tu sais ce qui va se passer. Mais il est incroyable le dernier combat est incroyable. Quand même. La finalisation, là, tout ça, non, la mise en scène, la direction artistique, incroyable. Mais j'avais quand même cette idée en tête. Mais voilà, mais là, je fais mon chiant. Hein. Globalement, la série est globalement top et répond à pas mal de trucs. J'étais pas mal surpris. Donc non. Il y a un autre défaut que je pourrais citer plus tard, mais un autre défaut que j'ai trouvé. Alice ? J'ai pas encore vu le dernier épisode, mais j'ai vu tout le reste. Non, j'ai pas eu le temps. Mais tu connais la fin. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est un peu comme pour Rogue One, on savait comment ça devait finir. Ouais, mais... Non, mais c'est pareil, tu vois, tu sais ce qui va forcément se passer. Mais j'ai trouvé... on apprend des tas de trucs. Pour moi aussi, ça explique pourquoi Ben pour la suite. Je sais pas, je trouve que ça donne beaucoup de sens à des éléments qui pouvaient être un peu random de la suite. Et je trouve ça vachement bien. Et je trouve l'actrice de la petite fille, je ne passerai plus que ça, mais elle est géniale. Incroyable. Vivian Lyra Blair. Incroyable. Ouais, vraiment, voilà. Très, très bon casting. Steph ? Grande fan de Star Wars aussi depuis petite. Pour les 2 premières séries qu'ils avaient sorties, donc Boba Fett et pour Mando, on va dire Mandalorian, j'avais trouvé qu'on se décalait un peu de l'univers Star Wars. Et en fait, avec cette série Obi-Wan Kenobi, ils ont vraiment réussi à nous faire sentir le même sentiment que les films. Je me suis vraiment retrouvée presque petite devant Dark Vador, devant Obi-Wan Kenobi, vraiment un sentiment de l'univers Star Wars pur et dur des films. Et alors, je suis d'accord avec Edouard, il y a quelques petites incohérences qui m'ont un peu dérangée sur le début, mais pour moi, ça fait partie de la meilleure série Star Wars qu'ils ont sortie jusqu'ici. Et même presque de toutes les séries qu'ils ont sorties jusqu'ici sur Disney+. Bon, du coup, à moi.
Bon, bah, grosse femme Star Wars comme tout le monde ici. On avait dès le départ dit qu'on parlerait d'Obi-Wan, donc on avait un peu choisi quand même les gens pour ça ce soir. Moi, j'ai adoré. Pareil, bon, on en a déjà discuté avec Steph, hein, mais le côté des sentiments provoqués sont vraiment proches de la première trilogie, je trouve. Et on a ce côté épique, le côté les Jedi, en fait, qui sont là, le bien, le mal, les valeurs de l'ordre, ceux qui se battent pour ces valeurs-là. Enfin, on retrouve tout dans cette série. Moi aussi, je suis d'accord, du coup, sur Viviane Mirabeler. Je sais pas si de toute façon elle est à l'écran, hein. C'est la petite Leia, on peut, je pense, le dire, vous la voyez. Mais j'ai aussi beaucoup affectionné l'interprétation de Moses Ingram, donc qui est la deuxième dame, donc à gauche d'Obi-Wan, qui joue Reva, la troisième sœur. Je trouve qu'elle a une justesse dans l'interprétation, surtout que c'est un personnage qui évolue beaucoup, qui nous surprend beaucoup. Moi, je m'y attendais pas, hein. Clairement, je m'attendais pas à son évolution. Et je trouve que, elle est toujours juste dans son interprétation. Les deux, en fait, sont toujours justes dans leur interprétation, quoi. Ouais. C'était vraiment. Ouais, voilà. Ce que je disais, il y a un deuxième truc qui m'avait un peu perturbé, c'est qu'il y a, les facilités artistiques ont été prises, genre pouvoir lire dans l'esprit avec la force. Très possible normalement, mais la dernière trilogie nous montre ça, donc voilà. Et aussi, sauf exception. Ouais, sauf exception, voilà. Et aussi ce truc qui m'a un peu surpris, qui du coup est beaucoup utilisé là dans cette série, c'est quand même, le sabre laser, c'est censé te cramer, quoi. Tu te le prends dans l'abdomen. Ouais. Quand même très peu de chances que l'air tu restes pompé l'op. Voilà. Ça va un peu ça surprend, et du coup ça surprend, et d'un autre côté, quand tu réfléchis à post-soirée, tu fais bon, au final. Le problème, c'est qu'on a quand même un Dark Maul qui se fait couper en deux par un sabre laser et qui revient. Alors, en mode robot, mais... Oui, mais alors, en fait, quand on parle de là, un simple coup... Ça se défend, ouais. Un simple coup, parce que là, les personnages qui vivent ça se font juste percer. Donc, avec un trou de cette taille-là dans le domaine. Juste. C'est vrai. Donc, pourquoi pas. Mais j'avoue qu'il y a quand même des facilités. Ils se prennent même des tirs de blaster et tout, et ils sont toujours debout. La série est un peu comme ça, pour le coup. C'est vrai que... Mais c'est une globale, je pense, sur toutes les blessures de la série. Ouais, c'est vrai. Il y a un Stormtrooper qui touche à un moment. J'ai trouvé ça tout à fait incohérent. Voilà. C'est encore un clone, c'est pour ça. C'était ça. En plus, ce qui est génial dans la série, c'est ce Dark Vador qui nous ont servi. C'est le plus grand méchant Star Wars, quoi. Ouais. Il est là, on l'a. On sent la puissance. Donc du coup, moi, ce que j'ai trouvé incroyable, c'est que Dark Vador, donc c'est dans l'armure Hayden Christensen, donc l'acteur de la trilogie 1, 2, 3, quand c'est pas des cascades. Et par contre, c'est la voix de la trilogie 4, 5, 6. Et ça fait un effet quand on l'entend pour la première fois. Moi, j'ai eu l'impression de me retrouver petite... en mode mince, c'est Dark Vador, quoi. Je trouve que c'est assez fou quand même. En plus, il est vraiment cruel. Tout ce qu'on attend du Seigneur Sith, quoi. Et ils y vont à fond. Non. D'autres choses à dire sur Obi-Wan? On a fait le tour. Bon. On va passer au sujet suivant. Donc là, on repart sur Disneyland Paris et on va parler du Land Marvel Avengers Campus. Puisqu'on a eu des news des produits qui seront disponibles en boutique. Donc, vous pouvez les voir s'afficher sur votre écran. C'est assez simple comme merchandising. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, globalement, de ce qui a été dévoilé? Le t-shirt est cool, t-shirt d'attente de l'ouverture du land, ça j'aime bien. Oui, comme tu dis, le reste c'est basique, c'est des trucs qui marcheront, qui feront un bon souvenir pour pas mal de monde. Moi je pense que ça marchera. En fait, le truc c'est que le merchandising Avengers existait déjà avant l'ouverture d'Avengers Campus. Donc là en fait, je pense qu'ils ont juste essayé de faire un truc en plus en disant bon ok, l'Avenger Campus ouvre, on va essayer de faire quelques objets à l'effigie, sans trop non plus empiéter sur tous les produits Marvel qui existent déjà. Ce
qui n'est pas négligeable hein, par exemple dans le studio avec tous les costumes, tout ce qui existe sur Marvel. Ouais, je pense que les t-shirts commémoratifs, ça marche bien. Il y a qu'à voir celui du 12 avril là, que j'ai. Il s'est vendu, mais super vite et revendu super cher. Enfin, ça marche super bien. Ça, ils auraient tort de se priver, ça marche. Le reste, je le trouve vraiment, à mon goût, trop basique. Par contre, qui est un tout petit peu visible sur le côté, il y a les Spider-Bots, les petites araignées là, oui, justement. de l'attraction. Et donc ça, c'est une super bonne idée. Ouais. Ça, c'est du coup le deuxième point qu'on voulait aborder, c'est que donc dans l'attraction Spider-Man Web Adventure, on devra tirer sur des petits robots araignées, les Spider-Bots, qui sont devenus autonomes et qui font n'importe quoi. Et en fait, ils seront disponibles à la sortie de l'attraction dans la boutique. Et ça, je pense que les enfants vont se l'arracher, quoi. C'est obligé, c'est le jouet à avoir, la petite araignée, là, qui, j'espère, marchera. Normalement, elle marche. Hein. Oui, c'est comme aux États-Unis. Ce sera la même qu'aux États-Unis, télécommandé. Et du coup, franchement, ça va qui n'aurait pas envie d'avoir ça à la maison? Surtout, ce qui est super sympa, si on voit ce qui sort aux États-Unis, non seulement du coup c'est la Spider-Man de l'attraction, mais c'est surtout que c'est personnalisable à l'effigie des héros Marvel. Donc il existe une version Black Widow, il existe une version Iron Man, tout ça. Donc c'est vraiment de quoi faire. Le merchandising, je trouve un peu comme ça où tu peux personnaliser. C'est un truc qui est en fer pour tout le monde, que ce soit des adultes ou des enfants. C'est trop bien. Reste à savoir le prix de cette petite acquisition. Peu importe, ça se vendra. Ouais, ça c'est sûr, ça se vendra toujours. Non, mais c'est pour ça. Pour moi, autant le reste, c'est très bateau, mais je suis très d'accord avec Stéphanie. C'est parce que en fait, le merch Avengers, il existait déjà. Donc, voilà. Mais ça, c'est une super bonne idée. Non, il y a un autre élément de merchandising qu'ils avaient dévoilé avec l'attraction Spider-Man. Hein. Ah oui, il y avait qu'on peut utiliser dans l'attraction. Les web slingers. Parce que l'attraction Spider-Man, du coup, pour rappel, ça va être une attraction. Enfin, je sais pas si on peut en parler en vrai. Mais... sur le modèle américain, c'est une attraction qui, en fait, est en 3D et du coup, en fonction des gestes, on va pouvoir reproduire la toile d'araignée de Spider-Man et du coup, on va détruire les Spider-Bots comme ça. Et en fait, et ça, c'est un élément qui avait été dévoilé lors de leur émission régulière sur YouTube, où en fait, le Spider-Bot, il y aura un objet qui s'appelle les Web Slingers. En fait, c'est un objet qu'on pourra mettre à la main, et en fonction de ce qu'on a acheté comme équipement ou comme modèle, on pourra avoir des effets supplémentaires, genre cracher de la foudre, etc., ou des trucs en plus, en faisant le geste. Donc, il y aura aussi ce genre d'élément-là en merchandising qui permet en plus de personnaliser et d'avoir une interaction dans l'attraction. Ça a été annoncé ça pour Disneyland Paris qu'on aurait la même chose, c'est sûr? Certain. Bon. Donc, je l'avais vu passer justement qu'il y aurait ces objets-là. Ok, donc à voir. T'as pas l'air sereine. Non. Non, mais non. Je me dis, en fait, je me dis que je le testerai pas parce que je pense pas que j'irai acheter un truc juste pour l'attraction. Non, mais d'ailleurs, juste pour rebondir vite fait là-dessus, c'est un truc qui avait fait beaucoup polémique aux États-Unis. Parce que, et c'est justement, ça avait commencé à en parler en France, mais ça s'est vite tassé pour le coup, c'est qu'en fait, beaucoup pensent qu'en gros, tu peux pas vivre l'expérience complète sans avoir à payer ce genre d'objet-là. Oui, alors en fait, il faut payer pour faire l'attraction. Faire le coupe-fil, il faut payer pour... Non, en soi, tu peux quand même faire l'attraction, mais c'est vrai que je pense, alors ça va vérifier du coup pour le coup, mais je pense que pour faire les plus gros scores, parce que du coup c'est une attraction en mode shooters, donc il y aura une notion de scoring, pour faire les plus gros scores, je pense que ceux qui auront mis un peu la main au porte-monnaie auront des plus gros scores. Après, c'est du détail. Adieu le 999, 999 ouais. l'éclair. C'était trop facile, c'est pour ça. C'est ça. Il faut monter le niveau. Et encore, c'est moins facile qu'ailleurs, parce que pour l'avoir fait à Shanghai, en fait, tu le fais sans arrêt, sans rien, c'est trop facile. Tu arrives au bout de l'attraction, tu as déjà fini. Je comprends la polémique, hein, mais en soi, je cherche pas du score. Moi, personnellement, ça va pas m'empêcher de faire l'attraction. Non, mais je pense que en fait, tu t'éclates quand même. C'est pas parce que tu lances pas de la foudre que tu vas pas faire ton truc là. Mais c'est ça, et en plus, on peut se cotiser, en acheter 2 pour l'équipe et on se les fait passer. Allez. On va parler au trésorier. Non, mais il suffit d'être assez nombreux en vrai, et d'un coup, ça va mieux. Hein. C'est vrai. Bon, je crois qu'on a fait le tour du merchandising. On n'a
plus longtemps pour attendre pour découvrir le reste. Donc, on pourra en parler plus amplement bientôt. Oui. Alors, on va passer du coup à notre dernière petite rubrique qui est l'info du mois qui nous tient à cœur. Et c'est Alice qui va nous parler du Wish pour commencer. Oui, alors je vais vous parler du Disney Wish, le dernier bateau de la Disney Cruise Line. Dernier dans le sens dernier arrivé, pas dernier dans le sens il n'y en aura plus, je vous rassure tout de suite. Ce bateau vient d'arriver enfin à Port Canaveral et a entamé d'ailleurs sa première croisière avec des gens à bord. Normalement, vous avez des images. Oui, vous avez des images. Donc, ce bateau, il va pour l'instant rester dans les Bahamas et il va faire donc les back-to-back jusqu'à Nassau et passer à Castaway Cay. En fait, c'est rigolo parce que c'est exactement l'itinéraire que j'ai fait moi il y a un mois et demi. Donc, c'est un itinéraire super avec un nouveau bateau qui a l'air absolument merveilleux. Que ce soit en termes esthétiques, que ce soit en termes de ce qui est proposé. Ils ont essayé de tout rethématiser parce qu'il y a des éléments récurrents sur tous les bateaux Disney. On peut parler du fameux toboggan, par exemple, qui était en général avec Donald. Là, vous le voyez, c'est avec Mickey et Minnie, avec leur nouveau design, ce que je trouve très sympa parce que ça ne change pas du tout l'idée qu'il y a derrière, mais ça fait que ça a un intérêt en fait, de faire les différents bateaux de Disney Cruise. Voilà. C'est surtout une attraction, c'est la première attraction sur bateau, le toboggan. C'est considéré comme une attraction. Oui, ça l'est. Alors, c'est ensuite au tour d'Edouard de nous parler de la seconde phase de la Haute République. On n'a jamais parlé de la Haute République, que ce soit sur les lives, sur tout. C'est la première fois. Voilà, on est entouré de fans de Star Wars ici, donc je crois que c'était le bon moment. En fait, lors de la Star Wars Célébration, ils ont annoncé qu'il allait avoir la deuxième phase de la Haute République. Alors, qu'est-ce que la Haute République? Vous me direz, c'est une période de Star Wars qui se passe 200 ans avant la menace fantôme et qui, en fait, est une période cross-média, en fait, qu'on va retrouver en comics, qu'on va retrouver en manga, qu'on va retrouver en roman, qu'on va retrouver maintenant en audiobook. Et pour ceux, Guy sera forcément d'accord avec moi là-dessus, c'est une période qui est géniale, globalement, on s'éclate. Et là, récemment, ils ont annoncé la phase 2 qui se passera 100 ans avant la première phase de la Haute République. Et ce qui est d'autant plus motivant, je trouve, c'est que ce sera une période sans hyperespace. Donc, on est en mode exploration totale, un peu à l'aveugle, et ça va être beaucoup trop bien. Voilà. Oui, en plus, Star Wars nous donne des visuels magnifiques comme celui que vous pouvez voir à l'écran. Donc, ça nous donne encore plus envie. Et du coup, je vais clore ces petites infos du mois en parlant de Star Wars. Désolée, c'est la soirée. Et moi, je vais m'intéresser à Tales of the Jedi. Donc, c'est une des séries qui a été annoncée pendant la Star Wars Celebration. Donc, la Star Wars Celebration, elle a annoncé un nombre infini de projets, jeux vidéo, séries, de l'animé ou du live-action. Enfin, ils ont annoncé vraiment énormément de choses. Et du coup, Tales of the Jedi, c'est une série qui va arriver sur Disney+, une série d'animation. Et donc, à l'automne, on ne sait pas exactement quand. Cette série, elle a pour but de revenir dans le passé de certains personnages de la première trilogie. Les deux personnages qui ont été annoncés pour la première saison, c'est le comte Dooku, mais du coup, certainement, on va le voir quand il était Jedi, et notamment, on va le voir avec son apprenti qui est Qui-Gon Jinn, donc c'est le retour de Qui-Gon, et du coup, Ahsoka Tano pour le deuxième personnage, un personnage qui est plus connu que le comte Dooku parce qu'elle a beaucoup été utilisée après dans les diverses séries. On va la voir en février-mars, enfin quelque chose comme ça, en plus dans sa propre série. Et du coup, on verra leur passé et je trouve que c'est super sympa, surtout que d'après le premier visuel, on devrait avoir une claque au niveau animation. Enfin, c'est super beau. Donc voilà, moi j'attends beaucoup de cette petite série d'animation. Donc voilà. Elle est là. C'est Ahsoka. Voilà, donc pour conclure cette émission, on peut déjà vous annoncer la suivante. En fait, on vous retrouvera à la fin du mois de juillet, enfin mi-juillet, fin juillet, pour une émission spéciale sur l'ouverture du Land Marvel Avengers Campus. Et on décalera notre émission d'actualité de juillet en août pour pouvoir vous parler. Voilà, on passera 1 heure à ne parler que du Land.
pour vraiment passer un bon moment avec vous. Voilà. Au revoir tout le monde. Au revoir, passez bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée.